Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'Institut français de Grèce. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le dernier événement de la Fête de la Science qui a eu lieu à l'Institut entre le 6 et le 16 novembre. Il s'agissait de la première édition de cet événement annuel organisé en France depuis 91 et qui vise à mettre en lien la communauté scientifique et le grand public pour évoquer l'actualité de la recherche et créer un dialogue entre scientifiques et citoyens. Dans cette première édition, qui a proposé un parcours scientifique composé de conférences, d'expositions et d'activités et d'ateliers éducatifs, à Thessalonique et à Patras, le programme a porté sur la thématique de l'eau dans la tourmente climatique. Jusqu'au 20 décembre, vous avez encore accès à l'exposition présentée ici dans le bistrot de l'Institut, le bistrot Maya, à la sortie, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, ainsi qu'aux œuvres de la marraine de cette première édition, l'artiste Maria Filopoulou. Alors ce soir, on vous propose de faire un pas de côté et de traiter de cette thématique sous un autre angle. Pour évoquer les impacts du changement climatique sur l'eau, nous vous proposons ce soir une discussion entre l'artiste française Camille Pradon et la commissaire grecque Eleni Riga. Nous vous remercions toutes les deux pour votre présence ce soir. Le projet Sol Absolu, développé par Camille, accueilli en résidence par l'organisation Atopos et en particulier son programme Office of Hydrocommons, explore la question des transformations de la biodiversité sous-marine sous l'effet de la circulation des êtres humains et de l'évolution des techniques. En s'intéressant aux trajectoires et aux récits des pêcheurs d'éponges, Camille Pradon nous livre une histoire intime des sols et des espèces qui les peuplent autour du bassin méditerranéen et au-delà, jusqu'en Floride. Merci à toutes les deux. Je vous cède la parole. Merci. Bonsoir. Merci Anouk pour cette belle introduction. Merci à toute l'équipe de l'Institut français pour leur chaleureux accueil. Dimitra, Anna, Aimé, Katerina, Danae, Stamatina, Yanis. Merci encore. Bonsoir à tous. Bienvenue. Je suis Eleni. Vous entendez bien par mon accent. Je suis professionnelle d'art contemporain et curatrice, chef de projet. Et je suis la commissaire de Office of Hydrocommons, Stographie Tonidad Non Kinon, un projet initié à Topos sous l'invitation de Vassilis Zidianakis, le directeur artistique. J'ai le plaisir de vous présenter Camille Pradon, artiste en résidence. Bonsoir Camille, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de l'Institut français de nous recevoir ce soir. Merci à toi, Eleni, pour cette invitation à venir effectuer une recherche préliminaire dans le cadre de ton programme curatorial. Merci à Vassilis aussi d'avoir facilité cette résidence à Topos, où où je réside et où je travaille en ce moment à Athènes. Merci. Nous allons discuter pendant une heure environ. Et ensuite, vous pouvez poser des questions et partager vos impressions. Je sais qu'il y a des gens de Kalymnos qui en aimeraient beaucoup rencontrer. Quelques mots sur le cadre de l'invitation. The Office of Hydrocommons est une plateforme interdisciplinaire et interartistique de recherche, de production et de présentation autour du changement social et environnemental interdépendant. Je vais défiler des images sans commentaire. Je t'ai invité à réfléchir sur les écoféminismes de leur héritage dans les pratiques artistiques actuelles, notamment autour de la Méditerranée. Les écoféminismes en tant que mouvement politique, académique et esthétique sont en constante évolution. Ils prennent en compte les vies humaines et non humaines et posent des questions sur comment nous pourrions vivre ensemble et promouvoir la justice à la fois environnementale et sociale. Donc, un petit constat, parce que nous sommes très fiers de cette année. Et il y a beaucoup d'artistes qui participent au projet. Il y a Anna Arnautu, Eleni Milonas, Marianne Kiforaki, entre autres. Donc, la première année, en 2023, nous avons produit et coproduit plusieurs commandes d'œuvres. Nous avons proposé 4 résidences internationales, dont une invitant une mère artiste et soutenant ses recherches accompagnées de toute sa famille, et aussi la résidence de Camille, un programme public hebdomadaire et pendant plus de 3 mois avec des projections, des performances, des ateliers et des dîners collectifs, et enfin une performance au temple de Poséidon.
Les images défilent un peu plus lentement. Voilà, nous sommes dans le bon ordre. Et c'est dans ce contexte que j'ai le plaisir d'inviter Camille Pradon développer son projet Sol Absolu État, un projet de création artistique pluridisciplinaire qui explore des questions de transformation de la biodiversité sous-marine, de la nature de ces métaphores à travers l'étude des mouvements des êtres, des langues et des essences en Méditerranée. Un point d'accroche pertinent réside dans sa façon d'utiliser les éponges de bain comme vecteur pour aborder à la fois des thématiques du changement climatique et des questions sociétales liées autour et au-delà de la Méditerranée. Cela soulève plusieurs questions autour des identités, des langages, de la mémoire, du soin, de l'intimité, entre autres, que nous allons explorer ce soir. Pour commencer, Camille, parle-nous un peu de toi, de tes études, de ton parcours. Et si tu peux, j'aimerais que tu introduis l'idée de la porosité et des déplacements qui se trouve au cœur de ton travail et ta réflexion. Merci. Merci Elénie pour cette très belle introduction. Je suis vraiment honorée de faire partie du Office of Hydro Commons, de toute cette programmation. Je pense que Elénie a réussi à créer une communauté de regard et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour revenir sur mon parcours, donc moi je suis artiste plasticienne, artiste visuelle. Je travaille à la fois en photographie, en film, en céramique, en dessin. J'écris également, je suis programmatrice. Hem, j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne. J'ai étudié aussi le cinéma et la scénographie à l'Accademia di Belle Arti di Bologna, en Italie. Donc c'est un parcours qui s'est construit à la fois autour de l'image en mouvement, presque d'abord comme matière sensible et puis ensuite qui s'est, étoilé, qui a trouvé, des manifestations dans d'autres médiums tels que la photographie et la céramique, j'en parlais tout à l'heure. Dans mon travail, la question du déplacement est une question assez centrale, tout simplement parce que je me déplace, je vais de lieu en lieu. Je travaille beaucoup entre la Tunisie, la France, l'Italie et donc maintenant, la Grèce. Je reviens d'ailleurs d'une résidence, proche du Canada, dans un territoire français qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon et qui, est en train de se confronter à la question de la montée des eaux. Donc j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Débordement à ce sujet. Donc le travail se déploie donc à travers, comme vous le voyez, plusieurs géographies, plusieurs médiums et le déplacement, il se manifeste, beaucoup par la question de la métaphore, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe de par le monde, comment on traverse les espaces, alors que ça peut être évidemment des espaces géographiques, des images qui vont être territorialisées, ou un rapport plus intime, plus métaphorique évidemment. La question de la métaphore a été un point central dans le travail puisqu'elle a été aussi le titre d'une de mes expositions à la Cité internationale des arts que vous pouvez voir à l'image ici, qui s'appelait Métaphore à prélude et qui a pris en fait ses racines en Tunisie à la recherche de l'histoire d'un navire qui transportait une cargaison d'œuvres d'art grecques, volées, pillées par l'Empire romain à l'époque de la colonisation du Pirée, il y a 2000 ans, et qui a fait naufrage après une tempête, après avoir remonté les côtes libyennes sur les côtes tunisiennes. Et donc, une partie de mon travail a été de fouiller cette histoire, et cette histoire, on en reparlera plus tard, m'a amenée à aller jusqu'en Grèce. Il y a plusieurs concepts que j'ai le plaisir d'être introduits par Camille. Mais il y en a un que j'ai particulièrement envie d'en parler, c'est l'image navire. Pourrais-tu nous dire un peu plus et peut-être nous montrer un exemple spécifique de ta pratique? Oui, alors l'image navire, en fait, c'est c'est quelque chose qui a été pointé du doigt par une critique d'art qui s'appelle Camille Prunet, qui est aussi commissaire d'exposition, dans un texte qu'elle a consacré à mon travail pour Art Press. Et donc, elle parle de l'image navire comme d'une image voilà, qui nous emmène. Et effectivement, je me reconnais bien dans ce titre, dans cette dénomination. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est une image d'un film qui s'appelle Sans sommeil. C'est un film qui date de 2018, qui dure une quinzaine de minutes
et à partir d'images de caméras de vidéosurveillance que je suis allée récupérer sur internet, qui sont en libre en fait flux sur internet, j'ai commencé à retravailler ces images et à leur associer un récit. C'est le récit d'une station spatiale chinoise, c'est un fait réel, qui s'est écrasée dans l'atmosphère en 2018. Et donc, à travers ces images, en naviguant dans la matière de l'image par des effets d'agrandissement, par des effets de rotation, par des effets de filtre, cette image navire, nous emmène au cœur de ce récit qui vient un petit peu poser la question de notre rapport en tant que spectateur face à ces images qui sont collectées, mais aussi face au flux d'images qui, d'une certaine manière, n'ont plus besoin de nous pour exister. Donc c'est un petit peu de ça que part mon travail aussi. Une autre image navire pourrait être celle que vous voyez ici aussi. Donc c'est une vue d'exposition de mon exposition au centre, enfin, à la Cité internationale des arts avec le Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre d'un festival de cinéma, Le Courant d'Ilon. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont deux images. Ce sont deux films. Et ce sont des films qui font partie d'une installation qui s'appelle Bleu auquel nous appartenons, qui est une installation composée de 4 films et qui sont des images que j'ai tournées en Tunisie, justement au contact de ce récit dont je vous parlais tout à l'heure, du navire échoué avec sa cargaison. Pour ce travail, je me suis intéressée beaucoup à la question des tempêtes et comment les tempêtes nous emmènent, nous traversent, nous déplacent, comment elles nous perdent aussi dans leurs échos, dans ce qu'elles provoquent chez les hommes et les femmes aujourd'hui. Et ici, c'était aussi à la fois une manière de revenir sur justement ces petites touches qui nous font découvrir d'un point de vue assez sensible la question du sens autour du déplacement, autour de l'image qui nous traverse et des tempêtes qui nous habitent. Pardon. Nous sommes encore au début de la conversation et je pense que les gens encore, ils essayent de s'introduire dans ta pratique, de la connaître avant d'approfondir certaines recherches actuelles. On a parlé des images, parlons des textes, de la langue et de l'écrit. Alors, effectivement, je m'intéresse beaucoup aux langues. Alors tout simplement parce que, j'ai vécu en Italie, j'ai appris l'italien, je suis partie travailler en Tunisie, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Je suis ici, j'ai commencé très doucement à apprendre le grec, donc je m'excuse de ne pas pouvoir, plus, m'exprimer en grec, mais en tout cas, voilà. La langue pour moi est un moyen évidemment de communication. Le fait de s'intéresser aux différentes langues permet aussi, d'approcher, dans toute leur complexité, les différentes cultures. L'utilisation du texte dans mon travail, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est un mot en arabe, c'est un mot qui se prononce awasef et ça veut dire tempête. C'est donc une image fixe d'un film que j'ai réalisé qui s'appelle Maxime et qui, en fait, donne à voir un drapeau, avec ce mot peint dessus, un drapeau blanc qui est filmé sur un ciel blanc surexposé et le mot est froissé par le vent, il est malaxé et donc nous donne aussi à voir, à sentir presque, cette idée qu'il transporte. Voilà. Il y a autre chose aussi, dans mon travail, sur la question, du langage, et du sens qui peut nous emmener, vers un ailleurs, que je lis beaucoup aussi à l'exploration des surfaces et à la symbolique, par exemple, de l'eau, que je lis aussi beaucoup à la question des langues, évidemment. Ça va être, par exemple, dans cette série de photographies qui s'appelle Lignes écrites, dont le titre en arabe, c'est Khoutout Maktouba. C'est une série de photographies où vous voyez en fait des surfaces de pierres tombales dans lesquelles sont façonnés ou incrustés des bols. Sur ces bols, on vient placer des graines ou on vient les remplir d'eau et c'est à destination des oiseaux. C'est un geste qui est animiste, qui m'a beaucoup intéressée dans tout ce qu'il avait de symbolique et de spirituel. C'est aussi une série qui permet de s'approcher de la surface de la pierre comme élément de déplacement du temps, et cette pierre qui vient se fissurer à l'endroit parfois où le bol est placé et c'est ça qui crée cette fameuse ligne écrite. Tu peux me poser une autre question, sinon je Oui, continue, oui, hein. Il faut non, mais m'arrêter des fois parce ça que serait super, je vais les faire.
Est-ce qu'on peut passer à la prochaine photo, Camille? Celle-ci? Celle-là? Laquelle tu veux? Bon, peut-être qu'on va commenter sur cette photo avant de continuer avec notre première rencontre. Laquelle tu veux? Ouais, reste sur le... Ah, le poème? Le poème. Ok. Alors, pardon. L'écrit, évidemment, donc vous l'avez vu, se manifeste par plusieurs choses. Il peut être mouvant, il est toujours en tout cas fragile, comme les langues le sont, hein. Les langues sont poreuses, on aura l'occasion d'y revenir plus tard d'ailleurs. Le poème, ce que vous voyez là, c'est un poème que j'ai présenté dans ma dernière exposition qui s'appelle Sol absolu, qui a été en fait un prélude à tout ce travail que je suis en train de mener entre la Tunisie, la Grèce et la Floride et la France, bien sûr. C'est un poème en fait qui, je ne vais pas vous parler forcément du contenu, mais si vous voulez le consulter après, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est un poème qui se manifeste en fait à nos yeux grâce à la lumière. C'est-à-dire qu'il est gravé sur une plaque de verre et qu'il n'existe que parce qu'il est éclairé. On peut pas vraiment le lire si on ne projette pas une lumière dessus. Et ce que vous voyez, les lignes qui sont visibles ici, ce sont en fait les lignes d'ombre. Et c'est comment en fait on vient toucher du bout du doigt, voilà, quelque chose de sensible à la fois dans l'écrit, à la fois dans le sens et à la fois par l'image. Je- Voilà, c'est là où je voulais aller. Pendant notre premier échange avec Camille, j'avais vu cette photo sur les réseaux sociaux. Et Camille, elle est en plein shooting, elle va nous dire plus. Pour moi, c'était toujours important pendant tous les programmes de commencer par les connaissances situées. Donc, commencer toujours par notre corps. On est toujours, tous différents. Je suis une femme blanche, je viens du sud de la Grèce, je suis nazaise, je faisais la voile toute ma vie. J'ai pris l'apnée grâce à Marianne Kiforaki. Et je voyais une partie de moi à travers de notre programme, de notre réflexion, à travers le travail de Camille. Et pour moi, Camille tisse des liens inattendus entre les pays méditerranéens, la Grèce, la France et la Tunisie, et mène une recherche qui va au-delà de ces territoires. Donc, Camille, tu nous as parlé un peu de ton parcours doucement, mais est-ce que tu peux nous dire comment s'est construit cette traversée? Oui, donc évidemment, cette traversée et ce qui m'amène aujourd'hui ici devant vous, ça a été donc ce début de ce travail autour de ce navire englouti. Ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant les récits de chercheurs d'époque, donc 1906-1907, je me suis rendu compte que c'était des pêcheurs d'éponges grecs qui avaient trouvé les œuvres d'art qui reposaient par 40 mètres de fond et qui ont commencé à remonter ces œuvres et tout ça. Donc ça a donné lieu à Métaphora, ça a donné lieu à cette installation bleue auquel nous appartenons. Mais à la suite de ce travail, c'est un petit peu comme mettre le doigt dans un engrenage ou regarder un arbre pousser. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve face à une arborescence de choses. Et comme j'étais intéressée par la question des langues et des communautés en Méditerranée, je me suis forcément posé cette question, c'est pourquoi des Grecs à cet endroit-là, dans les années 1900, pourquoi ils se retrouvaient en Tunisie, qu'est-ce qui les avait amenés à venir, à pêcher à cet endroit? Qu'est-ce que l'éponge? Je ne savais pas ce que c'était qu'une éponge vraiment, donc j'ai commencé à lire des textes scientifiques. Et pour revenir à cette image où on me voit travailler avec donc un pêcheur, ça a été vraiment, aller mener une enquête de terrain dans plusieurs endroits cette année, donc en avril-mai 2023. Hem, une enquête de terrain qui s'est déroulée au contact, des pêcheurs de l'archipel des Kerkennah. C'est un archipel qui est assez particulier, qui a peu de fonds et donc ils utilisent un certain outil qu'on a vu dans l'image précédente, qu'on appelle en grec le yali. Qui est la plaque, le verre. Les pêcheurs en Tunisie, en tout cas, m'ont donné le nom du miroir. Il y a d'autres noms. Et c'est à travers ce miroir qu'ils plongent dans l'eau, donc ce seau qui a une vitre au fond. Ils regardent à travers cet objet et ils peuvent voir les fonds marins.
Ils m'ont ensuite confié cet objet et j'ai pu faire une série de photographies en l'utilisant, une série où on voit, qui s'appelle aussi Miroir et où l'on voit la surface et les profondeurs réunies dans une même image. Juste avant que tu changes d'image, c'est aussi une personne que j'ai rencontrée qui a été assez importante pour le travail. C'est monsieur Fathri Benbarek. Et c'est une personne qui a le dernier entrepôt d'éponges, de traitement des éponges. Donc, en fait, à son contact, j'ai appris à couper, préparer, calibrer, etc. Donc, quand vous voyez que le travail de recherche artistique, parfois, prend beaucoup de facettes, ça ne se finit pas toujours en œuvre. Là, ce que vous voyez, c'est plutôt des images documentaires de ma pratique. Mais voilà, c'est pour un peu vous montrer quel a été le processus de recherche sur le terrain en Tunisie. Euh, donc, au début de notre conversation, j'ai essayé d'expliquer aussi à Camille pourquoi l'eau. L'eau est à la fois tangible et symbolique, universelle et ancrée dans l'expérience individuelle et collective. Et pendant notre conversation, Camille a souligné le rôle des éponges autant que catalyseurs, des déclencheurs qui créent des relations entre les êtres humains et non humains. D'ailleurs, dans ton travail, on ne voit pas beaucoup des éponges et il paraît que cette recherche autour des éponges est peu étudiée. Pourquoi les éponges? Alors les éponges, eh ben, effectivement, comme tu dis, c'est un vrai catalyseur de plein de choses. Déjà, en tant qu'être vivant, c'est un être vivant qui filtre l'eau, qui d'une certaine manière la purifie, qui va créer ce qu'on appelle des paysages chimiques autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle produit des molécules qui vont comme ça créer une espèce d'environnement propice au développement d'autres formes de vie. C'est aussi un être vivant qui va accueillir un petit peu comme un hôtel d'autres organismes, des petits animaux. Et qui comme ça, en fait, contribue, c'est un petit peu comme un poumon dans l'océan qui contribue à l'équilibre, en fait, de la mer. Alors pas qu'en Méditerranée, il existe d'ailleurs de très, très nombreux types d'éponges. On ne va pas pouvoir en parler de toutes. Celles qui m'ont intéressée, c'est justement les éponges commerciales qu'on appelle les éponges de bain. Il y en a plusieurs types et ces éponges de bain, en fait, ont été, collectées dans tout le bassin méditerranéen et au-delà, depuis 2000 ans. En tout cas, pour le bassin méditerranéen, on a des témoignages depuis l'âge de bronze, voilà, donc un peu plus, de collecte de pêche d'éponges, d'utilisation de l'éponge. Et c'est un être vivant, bah, évidemment, qui a du coup rassemblé plusieurs communautés de pêcheurs. Et quand on parle, en fait, par exemple, du yali, du miroir qui est utilisé, c'est d'une certaine façon, grâce à cet être vivant, en tout cas ces zones de contact entre communautés, qui ont fait que certains outils sont passés d'une communauté à l'autre, ont été adoptés. Dans un autre sens, par exemple, une fois qu'on a eu l'introduction du scaphandre dans la pêche d'éponge, puis du narguilé. Le narguilé, ça va être un mot ottoman, turc. Donc voilà, donc ça va être comment en fait chaque communauté qui ont gravité autour de cette pêche, qui ont un peu par effet de contact, parce qu'elles traversaient les mêmes territoires avec beaucoup de fluidité, ce qui est plus possible aujourd'hui, puisque du fait de questions géopolitiques, par exemple, les eaux libyennes sont plus accessibles, même pour les chercheurs. Donc les chercheurs et les chercheuses aujourd'hui ont du mal à récupérer des données en fait sur les populations d'éponges en Méditerranée. Donc voilà, c'est un être vivant qui a vraiment été à la croisée à la fois de problématiques qui sont commerciales, sociales, écologiques, évidemment, puisqu'on a eu plusieurs vagues de mortalité très prononcées des éponges ces dernières années et que c'est un véritable problème pour la biodiversité, pas que les éponges évidemment, mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas en tout cas. Donc voilà, ça a été un petit peu comment prendre connaissance de toutes ces facettes, à la fois voilà, historiques, philologiques et biologiques autour de l'éponge. Camille, on peut passer à l'image de la lithographie qui a été Ça, utilisée. c'est les miroirs, c'est les photos que j'ai faites à travers le miroir. Voilà. Cette image a été utilisée pour la communication de l'événement et qui, à travers une série de manipulations et de transformations, a été au cœur des expérimentations pendant ton séjour.
Cette lithographie, c'est un outil pédagogique. Il se trouve à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Et il n'y a pas beaucoup d'images enregistrées comme celle-ci. Comme je disais auparavant, c'est un espace d'étude, un sujet d'étude peu étudié. Donc, je pense que ce serait intéressant si tu nous dises quelques mots sur l'image, où tu as trouvé cette image et qu'est-ce qui a retenu ton attention au début. Alors, à ma connaissance, il existe effectivement plusieurs autres représentations de scènes de pêche sous forme de lithographie pédagogique. Celle-ci m'a beaucoup intéressée pour plusieurs raisons. Déjà par sa qualité plastique, on va dire, hein, voilà, les gammes colorées qui sont utilisées, qui sont assez douces, qui voilà, amènent quelque chose d'un peu plus intime, on va dire. Et puis aussi par tous ces petits personnages. Alors, ce sont des hommes nus, enfin asexués, qui plongent, qui ramassent l'éponge. Et puis, c'est une scène de pêche qui se passe aux États-Unis. On peut voir les pavillons des drapeaux américains, qui flottent, sur les différents, navires. Pourtant, c'est en tout cas, quand je suis allée à la rencontre de cette image, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était, à quel point, même s'il y a il peut y avoir des incohérences, à quel point certains détails étaient vraiment très précis quant à la pratique de cette pêche. Donc on va voir aussi, à certains endroits, par exemple, hem, voilà, là, on voit bien sur la partie, de gauche, le scaphandre, la personne qui plonge en scaphandre, le pêcheur qui va regarder avec son miroir, avec son IALI dans la mer pour essayer de trouver les éponges. On en voit un qui essaye d'arracher une éponge avec la main au fond de la mer, un autre qui tire sur la corde pour être remonté et puis un autre en fait, dont la légende, puisque cette lithographie, comme elle est pédagogique, elle a une légende et chaque personnage a un numéro qui correspond à une description d'une action. Et donc ce personnage que vous voyez qui est un peu en train de flotter comme un peu en extase, en fait, il est en train de couler. Voilà et après de l'autre côté de l'image, vous avez un pêcheur qui est mangé par un requin puisque les attaques de requins pouvaient, arriver notamment pendant les scènes de pêche. Mais voilà, donc c'est une lithographie qui m'a intéressée parce qu'elle montre une espèce d'image d'Épinal, de ce que peut être, cette pêche. Elle montre aussi, plusieurs autres détails, qui sont intéressants. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit détail et au centre de l'image, il y a une figure qui m'a intéressée. C'était la figure d'une femme, que vous voyez là, c'est le numéro 26. Donc c'est un agrandissement, hein, mais en fait, sur la lithographie, si on fait une croix, elle est plus ou moins au milieu. Cette figure féminine dans un environnement masculin, je me suis posé la question de savoir pourquoi. C'est un environnement qui la pêche d'éponge, les hommes partaient pendant des mois, donc les femmes ne venaient pas sur les bateaux. Est-ce que on s'est posé la question avec toi, Elénie, est-ce que ça pouvait être une armatrice? Est-ce que c'était quelqu'un qui était à la tête d'une flotte et qui, pouvait, voilà, comme un patron, gérer, cette flotte? On s'est posé la question de savoir si ça pouvait être une Vierge Marie. Mais en fait, et ça j'en ai discuté avec, une chercheuse qui a beaucoup inspiré mon travail de recherche, qui a fait une thèse magnifique en français sur, les éponges en Méditerranée et qui s'appelle Maya Four. Et donc avec Maya, on s'est posé la question: «Est-ce que c'est une Vierge Marie?» Elle m'a dit: «Non, on mettrait jamais une Vierge Marie à l'ombre parce que la légende du numéro 26 précise "Sitting in the shade". Donc c'est une femme qui est assise à l'ombre, voilà. Camille va revenir sur la lithographie plus tard pour parler des questions d'intimité et des soins. Je pense que c'est bien d'évoquer la question de la collaboration multidisciplinaire. Si me permettre, il y avait un ouvrage dont je te parlais de Frédéric Aïtouati, c'est intitulé Conte de la Lune. Il y a des preuves d'une relation importante entre les scientifiques et les écrivains dans le domaine de l'astronomie, notamment de Kepler, qui a basé ses hypothèses sur des hypothèses ses recherches sur des hypothèses d'artistes. Donc, je constatais pendant mon interaction avec Thanos Dianis,
un biologiste marin passionné par les éponges qui travaille au Centre hellénique des recherches marines d'Héraclion en Crète, que vous êtes tous les deux très passionnés et vous avez beaucoup de méthodologies similaires. De ton point de vue, quels sont les points communs entre les artistes et les scientifiques? Pourquoi un artiste est un vrai chercheur? Et comment tu envisages ta collaboration avec Monsieur Dayanis à l'avenir? Merci pour cette question parce que c'est effectivement une question, très importante pour le travail. La collaboration avec les chercheurs déjà, ce que vous voyez à l'image, c'est 2 photos que m'a confiées, Thanos Dalianis qui pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui, mais en tout cas qui a bien accepté qu'on puisse les montrer. C'est bon, ne faites pas attention, c'est pas forcément facile à utiliser le PowerPoint. Hem C'est avec sa propre volonté maintenant. C'est pas grave, je peux parler sans les images. Donc en fait, mon travail déjà avec les chercheurs, il commence bien avant, le travail que je mène avec, Thanos Dalianis, qu'on est allé rencontrer à Héraclion. Il commence, avec, Wafa Ben Slimane, en Tunisie, qui est une plongeuse et chef du département d'archéologie marine, de l'Institut national du patrimoine. Donc c'est et puis ensuite, j'ai travaillé bien sûr avec, les chercheurs et chercheuses de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à Marseille, dont une partie des équipes est spécialiste des éponges et qui mènent des recherches très intéressantes, on verra plus tard. Et donc ensuite pour venir à Thanos Dalianis. On s'est rendu compte avec Thanos et puis avec tous les autres chercheurs avec lesquels je travaille qu'effectivement, on a des méthodologies qui sont, enfin qui peuvent coïncider. Avec Maya aussi, on s'est un peu dit cette même chose, c'est-à-dire que en fait, on arrive, dans l'espace, au monde avec des questions, avec des intuitions, avant les questions d'ailleurs et puis de ces intuitions, on se pose des questions. De ces questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le terrain pour, expérimenter, pour, comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis une fois qu'on est allé sur le terrain, qu'on a fait des prélèvements, dans mon cas, j'ai une approche qui est très documentaire et qui ensuite, comme vous l'avez vu dans les autres images, va vers des formes voilà, qui sont plus métaphoriques, etc. Mais cette recherche documentaire, ce prélèvement des savoirs, par exemple, d'interviewer les pêcheurs, les pêcheuses, les traders, enfin voilà, ça fait partie en fait voilà, de l'espace de recherche prélevé. Dans le cadre des chercheurs, ça va être prélever de la matière organique. Je ne sais pas, par exemple, couper une éponge, ce qu'ils font. Moi, ça va être les filmer sous l'eau, organiser un tournage sous-marin, etc. Et puis, une fois que toute cette méthodologie est mise en place, on rentre, alors pour les chercheurs, dans leur laboratoire, et puis pour moi, à l'atelier. Et ensuite vient l'espace d'expérimentation pour à la fin résulter sous la forme d'œuvres, d'expositions, et puis pour les chercheurs de publication et de diffusion de leur savoir aussi auprès du public. Donc en fait, on a effectivement on a eu des facilités à déjà rentrer en contact et à travailler parce que même si on ne vient pas des mêmes sciences, hein, les sciences dures et les arts, c'est quand même très différent. Effectivement, c'est pas évident de prime abord d'avoir, l'idée que ces 2-là puissent coïncider, mais en fait, quand on regarde de plus près, ça existe quand même depuis très longtemps. Et voilà et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés et qu'on a d'ailleurs envie, de collaborer, de créer des choses ensemble. C'est vrai qu'on avait beaucoup la chance de travailler bien avec les centres helléniques des recherches marines et c'est une collaboration qu'on aimerait voir comment ça va se passer à l'avenir. On a plusieurs projets ambitieux. Je veux revenir au laboratoire Camille parce que nous avons eu la chance de visiter leur laboratoire et ensuite voir un tomographe qui nous a permis, qui a permis aux scientifiques de voir de plus proches chondrilla, que c'est un type d'éponge particulière. Et qui est, comme tu disais auparavant, c'est comme un hôtel où ils vivent différents organismes à l'intérieur. Donc, c'est un véritable refuge. Et moi, personnellement, j'étais très enthousiasmée par cette idée de l'abri, de l'éponge abri, qui est un exemple concret de la cohabitation au-delà de l'humain. Donc, que penses-tu de cette idée d'abri associée
aux éponges, Camille? Alors, ce qu'il faut dire, c'est, merci pour ta question, Elénie. Ce qu'il faut dire, c'est évidemment ce qui m'intéresse dans l'éponge, vous l'avez compris, c'est toutes ses qualités. Donc ça va être à la fois, ses qualités plastiques, et puis, ses qualités, on va dire, biologiques. Par biologique, bah, évidemment, donc elle filtre, donc elle est faite de canaux. Ces canaux, moi, je les imagine aussi comme des espaces de refuge. Alors, elles le sont et donc c'est confirmé par les chercheurs, donc c'est ça qui est intéressant, ce que je ne savais pas avant. Mais en ce qui me concerne, par exemple, ça va être le refuge de la mémoire des êtres, la mémoire des êtres humains, la mémoire des êtres vivants, et comment cette mémoire, en fait, peut venir habiter cet objet poreux et comment cette mémoire peut aussi venir infuser autour de cet objet. Voilà, donc c'est un peu ça que m'évoque l'éponge. Camille, est-ce qu'on pourrait un peu parler en plus de détails des problèmes de mémoire, des troubles de mémoire et les rôles des éponges? Alors effectivement, la question de la mémoire, elle se place à différents endroits dans le travail. En ce qui concerne les éponges, et comme je travaillais sur ces différentes mémoires, gestuelles, de communautés de pêcheurs et langues, bon, il faut savoir que la pêche de l'éponge, c'est une pêche qui est d'une certaine façon un peu en voie d'extinction, au même titre que les populations. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs qui sont millénaires? Comment on recueille cette mémoire avant peut-être qu'elle, ne finisse par disparaître? Qu'est-ce que aussi les éponges ont à nous dire effectivement de notre relation à l'environnement? En essayant d'avoir une image un peu, décentrée, c'est-à-dire d'arrêter de placer, l'homme, l'être humain au centre, en haut de la pyramide, mais plutôt, comme faisant partie d'un tout. Et donc, m'intéressant à ce sujet et travaillant avec, Marie Grenier, qui est une scientifique de l'Institut méditerranéen de biologie et d'écologie de Marseille. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle, quand on s'est rencontrés, on a à peu près le même âge, je crois, et elle faisait sa thèse qu'elle vient tout juste de finir et dont je vais aller voir les résultats, très, très bientôt, dès que je rentre en France, à sa soutenance. Et elle, en fait, elle a travaillé sur les molécules que produisent les éponges et sur les, potentiels neuropharmacologiques de ces molécules. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éponge, donc comme je disais tout à l'heure, enfin comme tu le disais, pardon, Hélénie, n'a pas été très étudiée. Les questions de taxonomie, les différentes espèces, voilà, c'est pas quelque chose qui a été, pourtant, c'est un être vivant qui est au contact de notre intimité depuis, des millénaires, mais on ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait jusqu'à finalement peu de temps, ni, quelles étaient les différentes espèces. Et donc, Marie Grenier s'est intéressée, voilà, à ces différentes molécules qui sont rejetées dans l'eau par les éponges au moment de la filtration. Et ce sont des molécules qui pourraient permettre, de trouver des traitements pour guérir des maladies neurodégénérescentes telles que la maladie d'Alzheimer. Donc ça a été pour moi une vraie découverte, en tout cas un peu un choc parce que je travaillais sur cette question liée à l'espace mémoriel autour des éponges et puis en fait cet être vivant même, nous disait cela. Donc voilà, c'était assez, merveilleux. J'aime bien cette idée de débordement d'un corps à l'autre, entre un corps aquatique et l'autre. Je me rends compte on n'a pas assez parlé des questions de langage autour des éponges, autour des communautés de plongeurs d'éponges, notamment les lingua franca. Et vu que le travail de Camille est vraiment multidisciplinaire, on apprend beaucoup de choses à partir des éponges, mais sur des questions qui se trouvent au cœur des échanges, des mouvements des gens autour de Méditerranée. Quelle est cette langue qui s'appelle la lingua franca et comment c'était utilisé? Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que donc en m'intéressant aux éponges, je m'intéresse à différentes communautés. Je me rends compte qu'il y a des termes, des mots, des techniques qui passent d'une communauté à une autre, qui sont poreuses donc. Et puis, moi-même, un peu parlant plus ou moins différentes langues à différents niveaux, mais je me suis rendu compte aussi en traversant, différents espaces qu'en tout cas, on avait des possibilités de communication qui étaient multiples, qui parfois transcendaient un petit peu le langage. Et toujours en continuant un petit peu mes recherches pour comprendre cette histoire du mouvement des êtres et des langues, à travers la Méditerranée, bien, je suis tombée sur les travaux d'une autre chercheuse, encore là, une historienne, qui s'appelle Jocelyne Darlia, qui travaille pour le HESS à Paris,
qui est franco-tunisienne et qui a écrit ce livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle Lingua Franca, langue métisse de Méditerranée. Et à travers cet ouvrage, en fait, Jocelyne Dahlia, qui parle d'un point de vue d'historienne, hein, pas de philologue, mais revient sur les différentes zones de contact qu'il a pu y avoir entre les langues en Méditerranée à partir de cette langue qui n'est jamais devenue une langue maternelle. Pourtant, c'est une langue qui a été utilisée en diplomatie, en piraterie, dans les échanges commerciaux, évidemment, aussi dans les sphères intimes, puisqu'on a des traces qui disent que cette langue a pu être parlée par des femmes, par exemple, donc dans la sphère plus privée. Donc tout ça m'a beaucoup intéressée, puis a guidé aussi mon travail. Ce que j'aimais bien aussi, c'était justement cette notion de zone de contact. Zone de contact, ça ne veut pas forcément dire que la porosité est toujours simple. Ça veut dire aussi qu'il y a des zones de friction. Et la Méditerranée est faite de cet ensemble de zones, au même titre d'ailleurs que tous les contacts entre humains, entre eux, et puis entre l'humain et son environnement, et puis entre l'humain et le non-humain. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose, cette histoire de lingua franca, qui est quand même une langue qui a été parlée en Méditerranée du Moyen Âge à la fin du 19e siècle, qui a fini par disparaître. C'est quelque chose, voilà, qui m'a permis aussi de conceptualiser un peu mieux cette question des échanges à travers le prisme des langues et de leur fluidité. Merci Camille. Je pense que c'est le moment pour une question un peu écoféministe. J'attendais pendant longtemps. Un aspect d'intérêt commun a été la sexualité des éponges de bain qui présentent différentes stratégies de reproduction. En fait, leur cycle de reproduction est synchronisé avec le calendrier lunaire. Donc, je ne veux pas vous faire un cours de biologie que je vais sûrement essuyer, mais cette observation soulève des questions de l'intimité, des soins, des corps, des savoirs situés qui remet en question la connaissance des sciences neutres, objectives et universelles. Donc, comment cela se manifeste dans ta recherche et quel est le lien avec la magnifique lithographie que nous avons toujours derrière nous? Alors oui, effectivement, donc par plusieurs sources scientifiques, je suis arrivée à m'intéresser à la question de la sexualité des éponges. En fait, l'éponge, bon, c'est pareil, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais voilà, l'éponge peut envoyer des spermatozoïdes dans l'eau et féconder des œufs. Et puis ensuite, vous avez comme ça des bébés éponges qui vont se mettre à flotter un peu partout dans l'eau autour d'elles, et puis qui vont après s'ancrer quelque part. Voilà, quelque part, et puis former des nouveaux bancs d'éponges et tout ça. Donc effectivement, c'était assez intéressant de voir aussi que comme le cycle menstruel féminin, l'éponge pouvait réagir au cycle de la Lune, dans tout ce qu'elle a de voilà, dans tout ce qu'elle a d'un animal qui reste quand même un animal primaire, qui est un animal qui ne bouge pas, hein, il ne se déplace pas, il a pas d'organes, et pourtant il est en capacité de produire toute une sexualité, toute une nouvelle un nouveau pan d'histoire, en tout cas de recherche. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de comme je disais tout à l'heure, c'est un animal donc qui n'a pas été très étudié, et je me suis demandé: «Mais pourquoi en fait, alors qu'il a été si proche de nous, alors que les éponges ont quand même un aspect assez rituel dans l'histoire des hommes et des femmes, puisqu'elles vont laver les corps, elles vont aussi laver les corps des défunts, les corps du nouveau-né. C'est aussi un objet, et là je peux revenir assez vite à la lithographie, enfin, dans le côté pédagogique, en tout cas de transmission des savoirs. C'est quand même l'objet qui a effacé pendant des années et des années le savoir qui était dispensé au tableau par les maîtres d'école et les maîtresses d'école. Donc voilà, c'est quelque chose qui a toujours été proche de notre main. C'est un objet préhensible, c'est un objet doux, c'est un objet qui dure, qui a potentiellement aussi voilà, recueilli le sang des femmes. Et donc c'est toute ce lien très intime à l'éponge, et ce lien à la matérialité de l'objet qui m'intéresse, et sur lequel en fait j'ai commencé à travailler ici à Athènes. Et pour revenir à la lithographie, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'utiliser cette figure féminine comme une voix plurielle, une voix qui puisse nous raconter l'histoire, la mémoire, à travers l'utilisation de la légende, qui est une légende qui est un peu comme une vague, la légende de la lithographie qui dit voilà, un homme ramasse comme ça, un homme fait ci, un homme fait ça. Et d'utiliser en fait cette légende, de la traduire en plusieurs langues et de faire
dire cette vague comme un poème par plusieurs voix de femmes, une en arabe, une en grec, une en anglais, une en français, et de commencer, on en est toujours au commencement de la recherche, de commencer à structurer sous la forme peut-être aussi d'une installation sonore ou d'un film ou de photographie. En tout cas, il va y avoir comme ça plusieurs espaces de restitution, médiums de restitution de ce travail, et de réfléchir à cette question, voilà, de l'intime, c'était assez important pour moi. Camille, si on arrive de faire défiler les images, je me demandais si tu pourrais nous dire sur un autre moment qu'il, en fait, comme les éponges n'apparaissent pas très souvent dans la pratique de Camille, le corps humain n'apparaît pas non plus. Mais il y a une œuvre Revif, si je ne me trompe pas, qui pourrait évoquer une question autour du corps, la corporalité et l'intimité. J'étais sûre qu'il fallait pas que je fasse ça. Prochain. Voilà, bon, ça a bugué. Je crois que la vidéo n'est pas On très... ne va jamais voir le corps humain dans le travail de Camille. Si, on va y arriver. Je crois que c'est bon. Hop, hop. Ah voilà, ça c'est une éponge qu'on a défilmée en sous-marin, hein. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça sera peut-être certainement pas dans le résultat final de ce que je vais montrer en tant qu'œuvre, mais c'est pour vous montrer à quel point on va proche du sujet. Voilà, on reviendra à ça tout à l'heure. Et donc, ça, c'est le film Revif. Je vais te demander de reprendre ta question, s'il te plaît. Peut-être parle-nous des Revif et la relation avec les corps. Oui, alors, bon, l'intimité, le corps, les espaces traversés, les points d'ancrage, la question de l'identité, la mer peut-être aussi comme un espace voilà, qui nous accueille, qui nous transporte, qui nous permet de nous construire entre différents lieux, entre différents états d'être. C'est un petit peu ce qui traverse le travail. Le corps, à cet endroit, se manifeste très peu, effectivement. Il se manifeste, par exemple, là, dans ce que vous venez de voir, à travers une ombre. Cette ombre vient faire le lien entre un temps très très ancien, qui est le temps de l'œuvre qui est découverte par l'ombre. C'est une des œuvres du navire de Mahdia. C'est un des marbres grecs qui a passé 2000 ans sous l'eau et qui est aujourd'hui conservé au Musée national du Bardo en Tunisie. J'ai travaillé avec le Musée national du Bardo. J'ai eu l'occasion de pouvoir filmer toute leur collection et évidemment la collection du navire de Mahdia, de l'épave de Mahdia. Ça a été pour moi l'occasion de m'intéresser à la texture de ces marbres qui sont un peu comme une texture de peau, qui ont été travaillés par le temps, par les éléments, par le sel, par le flux. Et en arrivant au musée, je me suis rendu compte qu'il était impossible de faire une image de cette œuvre, qui est un buste de femme placé dans une vitrine. Et cette vitrine, elle est face à un puits de lumière qui est dans le musée. Et en fait, quand on met la caméra devant, on ne peut rien voir. Et donc, ça a été un jeu de gestuel, d'évitement, d'essayer de comprendre comment donner à voir. Et c'est ce qui a fait qu'en utilisant mon ombre, j'ai pu, par ce geste, découvrir cette œuvre qui nous a été cachée pendant 2000 ans. Donc voilà, le corps, il sert finalement à ça. Il sert d'une manière assez évanescente à donner à voir les choses. Avec l'ombre, on peut voir beaucoup. Avec une absence, c'est ça aussi qui nous rappelle à quel point le corps et l'intime peuvent avoir une place importante. Camille, est-ce que je peux te faire revenir sur un apnoé ou tu aimerais Non, d'accord, ok. Si, on peut venir sur un apnoï. J'aimerais bien. Je pense que c'est une œuvre qui peut nous introduire un peu plus profondément dans la pratique de Camille et ensuite on va parler du futur. Tu peux faire défiler jusqu'à un apnoï. Alors, un apnoï, c'est une série de céramiques que j'ai réalisée, qui a été montrée dans ma dernière exposition, Sol Absolu, donc à la galerie Lélia Ben Salah. Voilà, c'est entre autres cette céramique-là. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine. Celle-ci, on a choisi de vous la montrer parce qu'elle est creuse et à l'intérieur, il y a un dispositif sonore que j'ai conçu qui héberge, qui se fait l'hôtel de la voix d'une compositrice serbe et hongroise qui s'appelle Thea Soti.
Et cette compositrice, je lui ai passé une commande et je lui ai demandé, si elle pouvait, créer un son, une composition qui puisse donner à voir, donner à entendre plutôt, l'expérience, des profondeurs et du contact avec, les profondeurs de la mer. Et ce que je lui ai dit très simplement, je lui ai dit: «Voilà, quand on est, en plongée», puisque je me suis aussi, initiée à la plongée au cœur de ce projet. Quand on est en plongée, on se retrouve à toucher le sol, le fond de la mer et on regarde le ciel, on voit le soleil qui est liquide et la seule chose qui nous relie à la surface, c'est ce mince filet d'air qui va toucher, avant nous, le ciel. Et donc Théa a créé cette composition magnifique qui s'appelle «Composition for Anapnoy», qu'elle a réalisée exclusivement avec sa voix, et de l'électronique. Et puis, je lui ai donné aussi des très légers enregistrements de respiration en plongée sous-marine qu'elle a intégrés de façon très minimale, dans sa composition. Donc en fait, finalement, le corps, dans mon travail, il se manifeste aussi par, une approche assez performative, qui est d'inviter aussi, par exemple, dans l'exposition Métaphore à prélude, la commissaire de l'exposition, Claire Luna, avait créé tout ce programme autour de ce qu'elle appelle la rencontre des eaux. Et dans le cadre de ce programme, il y avait un danseur qui venait performer dans mon exposition et qui se transformait en tempête. C'est un danseur qui s'appelle Nicolas Faubert, qui est presque aveugle et qui venait comme ça habiter l'espace de l'exposition avec un costume qui avait été d'ailleurs dessiné par Nefeli Papadimouli, qui est une artiste grecque d'un énorme talent, et puis avec une composition d'un compositeur français qui s'appelle pardon, Grégoire Terrier. Donc ça a été comment, en fait, toujours la question de la circulation des corps dans l'espace de l'exposition, des voix, de comment venir habiter, que ce soit le visiteur ou par l'organisation de performances ou par l'installation sonore, comme vous voyez ici. Voilà, comment ces différentes pratiques aussi peuvent créer des nouvelles formes d'apprentissage ou en tout cas de lecture des œuvres. Super. Camille, comment tu imagines que ton travail va circuler à l'avenir? Quelle est la suite de ton projet? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on est au début d'une recherche. Il y a un autre temps qui va être crucial pour moi, ça va être le printemps 2024, puisque on est en train d'organiser mon retour en Grèce et notamment sur l'île de Kalymnos pour aller voilà, à la rencontre des descendants de pêcheurs, des familles, consulter les archives, aller visiter le musée de Kalymnos, et puis essayer de comprendre un petit peu comment cette histoire a aussi marqué, d'un point de vue voilà, touristique, l'île, comment il y a eu un collapse aussi de cette industrie, et quelles ont été par la suite les différentes façons que les pêcheurs d'éponges en Grèce ont trouvé de continuer soit à pratiquer et à transmettre leur savoir, soit à migrer. Donc justement, en suivant le fil de ces migrations, je me suis rendu compte, et avec l'appui d'ailleurs des chercheurs avec qui je travaille, qu'il y avait eu des migrations de pêcheurs d'éponges grecs, bah, justement en Floride, et notamment dans cette ville dans laquelle je souhaite me rendre en résidence pour travailler, qui s'appelle Tarpon Springs. Tarpon Springs, tiens, si tu veux. Tarpon Springs, une ville qui a le plus grand quotient en termes de pourcentage de Grecs dans son voilà, d'habitants de Grecs ou issus de la Grèce, et qui, en fait, est très intéressante parce que quand on regarde comment est construite la ville, par exemple, le boulevard principal, ce que vous entendez, c'est la voix de Théa Sotti. On n'a pas l'image, mais bon, voilà, c'est la voix de Théa Sotti. Et donc comment, par exemple, on traverse le boulevard principal de Tarpon Springs et ce boulevard s'appelle le Dodecanese Boulevard. Voilà, et donc les noms des rues sont écrits en grec et en anglais. Il y a des statues de plongeurs en scaphandre, des statues de plongeurs à nu, des mosaïques carrément dans l'espace public, sur les rues, sur les murs qui, voilà, qui donnent à voir des scènes de pêche. Et puis, bien sûr, il y a tout cet équivalent touristique, toute cette porosité aussi de la culture grecque à l'intérieur, comment elle a infusé dans l'espace américain, comment elle a été reprise, comment on a pu créer aussi des artefacts qui diffusent cette culture. D'ailleurs, le maire de Tarpon Springs est grec.
de Kalymnos, je crois. Voilà. Donc voilà, donc l'idée, c'est de faire un aller et puis d'essayer aussi de comprendre justement comment ces trajets, en fait, nous font aussi retourner à Kalymnos, puisqu'aujourd'hui, par mes sources, je sais que, par exemple, la plus grande partie des éponges qui sont vendues encore dans les commerces à Kalymnos, comme voilà, les éponges de bain qui font partie de toute cette tradition, etc. Bien comment en fait ces éponges viennent des Bahamas et de Floride. Donc c'est assez intéressant de voir en fait cette circulation aussi à la fois des cultures et comment l'un et l'autre cohabitent, coexistent aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a encore ces travails-là. Il y a aussi le fait de peut-être commencer une collaboration avec les chercheurs de l'Hellenic Center of Marine Research. Donc avec Thanos Dalianis, on a commencé à discuter de ça. Il y a aussi accompagner les chercheurs et chercheuses de l'Institut méditerranéen à Marseille, de la station marine d'Andoum, sur le terrain au printemps prochain. Donc voilà, donc ça fait encore beaucoup de choses à venir. Et puis, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, bah voilà, recherche, création, production des œuvres. Et une fois que les œuvres sont produites, et il y en a déjà qui sont quand même en cours d'être façonnées, plutôt pas mal, ça va être de les montrer. Donc, on est en train aussi de discuter les différentes possibilités de monstration. L'idée, c'est quand même de rendre aux communautés aussi voilà, un retour qui se manifeste sous la forme d'exposition ou d'installation dans l'espace. Enfin, on va en discuter. Et puis, j'ai cette exposition personnelle qui est prévue pour 2025, début 2025, dans un centre d'art en Normandie qui s'appelle la Maison des Arts de Grand-Quevilly et qui s'intéresse plus particulièrement à la recherche et à la création que je mène en ce moment et qui, du coup, va accueillir une partie, voire tout, de ce qui aura été produit pendant ces plusieurs années de travail. Merci Camille d'avoir Et la partagé. Tunisie aussi. Bien sûr. Tu veux rajouter quelque chose sur la Tunisie? C'est un projet vraiment itinérant. En tout cas, c'est Office of Hydrocommons. Nous sommes très enthousiasmés avec la profondeur et l'ampleur de ta recherche et nous attendons la suite avec impatience. Nous sommes contents de soutenir la suite du projet en Grèce avec plusieurs collaborateurs. Pour nous, en tout cas, le prochain rendez-vous pour The Office of Hydrocommons, ce sera en printemps. Bien évidemment avec Camille et la suite de sa recherche, mais aussi avec une nouvelle publication sur des questions d'écoféminisme en Méditerranée. Et les prochains résidents, qui sont des artistes qui reviennent pour les parties production comme Camille. Donc, on va vous dire plus bientôt. C'était peut-être une belle façon de conclure, d'autant qu'on va devoir rendre la salle dans quelques minutes. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette conversation qui était vraiment passionnante. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci à vous tous et toutes. Merci, bonne nuit. Merci à nous et toute l'équipe de l'Institut français de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et puis à tous les collaborateurs avec qui j'ai travaillé. Ils sont très nombreux, donc ils se reconnaîtront. Je suis désolée de ne pas pouvoir les citer ce soir, mais je les salue très, très fort. Et également pour les gens de Office of Hydrocommons, on doit rendre la salle. Donc, on va dire merci et bonne nuit. Kalinishta.